HubSpot présente Faut que ça close, le podcast intelligent fait pour et par des commerciaux pour générer du pipe. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'HubSpot Faut que ça close. Je m'appelle Yann Guilleux et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné par Mathieu Gauthier. Mathieu, je peux te laisser te présenter? Ouais, salut Yann. Comment Mathieu, vas-tu déjà? je vais très bien, je te remercie et toi? Ouais, ça va, merci. Je suis hyper content d'être là aujourd'hui. Donc moi, je fais partie d'HubSpot également, commercial et commercial pour les équipes grands comptes. Et je suis ravi d'être dans ce podcast aujourd'hui pour parler d'un sujet ou de plusieurs sujets sales à terme. Top. Et je vais me présenter rapidement. Du coup, je m'appelle Yann Guilleux et comme tu l'as dit, je travaille également chez HubSpot. Je suis en charge d'une des équipes commerciales françaises. Alors, c'est le premier épisode aujourd'hui, donc on est excité de le partager avec vous. Pourquoi on a voulu créer ce podcast? Principalement pour partager toutes les bonnes stratégies qu'on a pu voir chez nos prospects, chez nos clients ou en interne chez HubSpot, et également pour aider les commerciaux à atteindre leur objectif. Donc l'idée, c'est d'avoir une approche stratégique et également opérationnelle. Du coup, on pourra échanger sur diverses thématiques qui devraient intéresser les responsables commerciaux, les VP Sales ou encore toutes les personnes qui font du commerce de manière générale. Je ne vais pas citer tous les titres, il y en a beaucoup. Ouais, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de sujets, je trouve, de contenus qui sont opérationnels ou ultra opérationnels, pas mal basés sur les chiffres dans les titres, comment améliorer sa prospection et obtenir 20% de plus de rendez-vous. Ce que je remarque aussi, je sais pas ce que tu en penses Yann, mais c'est qu'il n'y a pas tant de sujets stratégiques que ça qui sont abordés et c'est le but aussi de ce podcast aujourd'hui. Complètement d'accord avec toi. C'est plus simple de trouver des solutions qui sont liées pour les commerciaux finalement versus des solutions pour des stratégies commerciales à plus grande échelle. C'est ce qu'on souhaite aborder dans ce podcast principalement. Et d'ailleurs, je te remercie, tu fais la transition. Le premier sujet, je crois qu'on commence un peu dans le dur, mais ce sera sur le future of sales ou alors le futur des ventes, si vous n'aimez pas les anglicismes. Jean-Claude Van Damme. Un peu. Qu'est-ce que ça t'inspire déjà à toi, le futur des ventes, future of sales? Moi, ce que ça m'inspire déjà quand tu parles de futur, c'est que tu as quand même 9 chances sur 10 de te planter dans tes prédictions. Donc, on va essayer d'amener un retour objectif, de poser des hypothèses. Après, forte chance que si on se réécoute dans 5 ans, on rigole sur ce qu'on dise aujourd'hui. Et si tu prends un exemple ultra concret, qui aurait pensé qu'il y aurait une pandémie qui allait toucher le monde entier et donc qui allait toucher l'économie et peut-être les aspects sociaux par la suite? Ça, je pense que personne l'avait l'avait prédit ou peu l'avait prédit. Bill Gates l'avait vu quand même. Bill Gates avait vu effectivement on avait parlé en 2015 sur le fait que le prochain gros événement, ce serait une pandémie, mais c'est comme si je te dis, il y aura un problème sur les ressources en eau dans les 30 prochaines années. Je pense que là, je vais pas trop me planter en disant ça. Mais le fait que ça a un impact aussi important, je suis pas sûr qu'on l'avait prévu, que quelqu'un l'aurait prévu aussi facilement. Donc là, si on fait le lien avec le sujet d'aujourd'hui, ça va être hyper intéressant. On va poser plusieurs hypothèses, mais c'est aussi pour ouvrir les chakras, si je peux dire, et puis pouvoir s'adapter au mieux et développer son business maintenant comme dans l'avenir, être préparé, être prêt pour la suite également. Complètement. Revenons du coup sur une partie sales, ce qu'on maîtrise un peu mieux que les problématiques climatiques. Et je voulais commencer avec une stat des Échos qui m'a paru très forte, mais qui m'a pas tellement surpris. Je sais pas si tu l'as déjà entendu, mais selon eux, 25% des sociétés actuelles n'existeront plus dans 3 ans si elles ne s'adaptent pas maintenant. Et ça, c'est basé évidemment sur un contexte Covid. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà, qu'est-ce que t'en penses?
Je sais pas, ça me paraît énorme. Enfin, s'adapter, qu'est-ce que ça veut dire s'adapter? Mais c'est énorme, quoi. Une boîte sur quatre qui se plante dans 3 ans. L'adaptabilité, c'est clair que ça va être crucial. J'imagine que là, quand tu parlais d'adapter les échos, non, je connaissais pas pour le coup ces stats, mais ça doit être sur la transfo digitale, sur les process commerciaux, la relation client, il doit y avoir plein de choses à l'intérieur. En effet, Mais ouais. c'est clair que ça parle d'adaptation de toute façon, quoi. En effet, bah, c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé les derniers mois, quand tu parles de t'adapter, les choses qui me viennent en tête tout de suite, c'est évidemment c'est le télétravail. C'est comment pour les commerciaux du coup leur métier, notre métier a complètement changé. En tout cas pour certaines industries, pardon. Et peut-être un premier point que je voulais développer avec toi, c'est peut-être sur le rôle en fait et les méthodes de vente des commerciaux. Ouais. Il y a eu une adaptation très forte les dernières années. Ça s'est encore accéléré peut-être déjà aujourd'hui, dans une période de Covid, de pandémie. À quoi ça ressemble le rôle d'un sales moderne, si je puis dire? À quoi ça ressemble? Ouais, c'est une super bonne question. Et je rejoins en fait ce que tu dis. Déjà, enfin, tu parlais de plusieurs années, de ce qui vient de se passer récemment. Je pense que si on prend le sujet déjà globalement, que ce soit pour le rôle du commercial ou d'autres sujets d'ailleurs, si on veut analyser le futur, il faut qu'on regarde le présent et surtout le passé, ce qui s'est passé. Et là, si on regarde effectivement pour le rôle du commercial, il y avait plusieurs rôles historiquement. On avait du commercial terrain, du commercial sédentaire. On a des commerciaux qui sont un peu en entre-deux. C'est ce que j'aime bien appeler le mi-field, mi-raisin. Euh, à moitié commercial sédentaire, à moitié terrain. Des forces de vente qui, avec le Covid, sont devenues toutes, toutes sédentaires, hein, quasiment, ou presque. Hein. Enfin, je pense que c'est du 90%, quoi. Ouais, complètement. Moi, je l'ai même vu je pense que tu peux peut-être en parler sur tes équipes, mais moi, j'ai même vu sur les échanges que je dois faire avec des prospects sur le terrain. J'ai déjà beaucoup moins de demandes proactives. Et moi-même, en fait, je me déplace beaucoup moins. Hein. Je suis déplacé peut-être deux fois en 2 mois. Et c'est vrai que ça change. Ça change. Ça Tu veut vois dire des qu'il faut. avantages d'ailleurs peut-être ou des inconvénients? Alors, dans les avantages, oui, j'en vois. Dans les avantages, ce que je vois, c'est que tu perds moins de temps, évidemment, sur les trajets. Donc, tu gagnes plus de temps sur de la prospection, sur d'autres sujets. Dans les inconvénients, c'est aussi l'aspect relationnel, en fait, la proximité. Et ça, tu le verras pas dans ton forecast. La relation que tu développes, le lien que tu développes avec la personne sur le terrain, mais surtout la compréhension, les sous-entendus, le non-dit. Le non-dit, c'est énorme, c'est énorme. Et puis aussi se sentir considéré en tant que prospect. C'est-à-dire que quand tu vas le voir, mine de rien, les Français, ils ont quand même de l'ego. Et c'est important cette proximité. Donc il y a des avantages, des inconvénients, mais globalement, ce que je dirais, c'est que ouais, là il faut s'adapter. Il faut s'adapter et il y a eu plein d'impacts en fait. Télétravail, les outils, est-ce qu'on est équipé, et est-ce qu'on est adapté, est-ce que notre méthode de vente est adaptée? Si je rejoins ton point, là sur les 12 derniers mois, il y a eu une adaptation énorme, ou non d'ailleurs, des boîtes Forcé un peu d'ailleurs. forcées. Et je pense que c'est pas mal. Hein, ça amène de plein d'autres choses, de l'innovation, plein d'autres aspects positifs. Mais c'est clair que là, les ventes n'ont jamais autant, elles sont jamais autant adaptées sur ces 12 derniers mois que sur ces 10 dernières années, j'ai envie de dire. Et un point sur lequel je voulais revenir, que je trouve intéressant, tu as mentionné, tu t'es déplacé 2 fois, lors du dernier trimestre, pour, rendre visite à des clients. Tu vends une solution, en ligne, en tout cas à la limite qui est, j'ai envie de dire, assez bien faite pour être vendue de manière, à distance. Mm-hmm. On a évidemment plein d'industriels en France qui vendent des machines, des produits physiques. Ça rend les choses peut-être un peu plus complexes finalement. Est-ce que tu as pu voir justement ce type d'industrie un peu plus qui tourne autour de la manufacture notamment, réussir à s'adapter également à ce type de vente? J'ai l'impression que c'est ce que nous sous-entend aussi cet article, cette statistique des Échos.
Oui, enfin, oui et non. Je vais faire une réponse à la française, j'ai envie de dire. Je vais te répondre oui et non, c'est-à-dire que on peut s'adapter tant bien que mal sur effectivement du télétravail, de la vente à distance, pour de la présentation commerciale, etc. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des secteurs où c'est quand même beaucoup plus complexe de vendre un produit physique et de se déplacer avec le contexte actuel. Donc je pense qu'il y aura quand même ça restera là. En tout cas, ça a été fortement accéléré, mais la partie effectivement vente sur le terrain, elle restera présente et surtout dans des industries comme tu les as nommées, industrielles, les Ouais, bien secteurs sûr. industriels, manufacture, etc. Je pense qu'on sera Donc, sur des modèles de plus en plus hybrides, finalement, où tu auras peut-être un peu plus d'actions qui vont être faites en amont et peut-être à distance. Et sur une fin de process de vente, on va pouvoir se déplacer pour arriver à rencontrer les clients. J'ai l'impression que ça évolue assez fortement vers ce type de situation. En tout cas, ce type ouais, de process. ouais, je suis assez d'accord. Et alors on va pas lancer des stats toutes les 2 minutes, hein, mais je sais pas si tu as vu passer, il y a un contenu qui a été créé par notre équipe marketing, qui est le rapport du développement des ventes en 2021. Et c'est un rapport en fait qui a été co-créé avec LinkedIn, avec Sandler. Sandler, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui délivre des formations et une méthodologie commerciale, et aussi avec Gong, qui est une solution d'analyse commerciale. Et donc, ce rapport, il est hyper intéressant. Ils ont interviewé 500 directeurs commerciaux dans 8 pays, dont la France, hein, bien entendu. C'est un rapport qui a quelques mois, hein, il est sorti en octobre, enfin l'étude a été faite en octobre 2020. Et ce qu'on voit dans cet article, dans ce rapport, enfin moi ce que je trouve intéressant, tu vois, c'est que les entreprises qui se sont adaptées et qui ont investi dans la vente à distance, dans le fait de vendre ces produits, ces services via des outils de visioconférence, etc., via le téléphone, via mail, plutôt que se déplacer, ont été récompensés. C'est-à-dire que 64% des directeurs commerciaux, en gros 2/3 des directeurs commerciaux qui ont opté pour la vente à distance pendant la période Covid, mais ils ont atteint ou dépassé leurs targets, leurs objectifs en 2020. Donc c'est quand même hallucinant, quoi. En 2020, 2/3. Donc oui, ça marche, c'est certain, c'est certain. Après, je pense encore une fois sur plusieurs secteurs et business model, ce sera plus difficile à adapter que d'autres. Et j'ai envie de dire, tu as parlé de 2020, donc c'est maintenant, c'est presque même le passé. Ce qui est quand même assez incroyable, comme tu l'as dit, d'avoir réussi à atteindre ces objectifs. Mais arriver à avoir fait cette évolution finalement, en passer sur un modèle un peu plus à distance avec des commerciaux plutôt sédentaires, c'est nécessaire aujourd'hui. Comment tu vois les choses évoluer dans peut-être 3 ans, 5 ans, 10 ans sur le rôle du sales et peut-être les méthodes de vente qui tournent autour? Ouais, c'est une bonne question. Ce que je vois déjà, c'est évident, mais c'est la vente à distance pour les boîtes, typiquement, qui vendent des services, du logiciel qui soit évidente, mais quasi 100%. Les business pour lesquels effectivement c'est moins évident, eh bien il y aura toujours du terrain. Moi, je le vois comme ça, même si ce sera quand même beaucoup moins représenté, parce que quand même plus coûteux et consommateur de temps. Donc on va avoir une logique de plus en plus héroïste là-dessus, sur le rôle en fait du commercial. Je vois le commercial comme de plus en plus en fait un ingénieur commercial, une personne qui devra être de plus en plus si tu veux compétente en termes techniques que auparavant. C'est-à-dire Quand tu dis peut-être technique, pour bien comprendre, qu'est-ce que tu mets derrière le mot technique? En fait, je pense que le commercial, de plus en plus, il va se diriger vers un rôle de vendeur plus avant-vente, plus consultant.
ce qui est complexe, ce qui est complexe dans l'approche, mais quand tu le regardes, si on regarde dans le B2B, les personnes, quand elles cherchent une nouvelle solution, un nouveau service, elles en parlent autour d'elles, bouche à oreille, réseau, elles demandent à leurs 2-3 amis, leur famille, et ces personnes-là vont aussi aller sur Internet, bien entendu. C'est un réflexe d'achat. Tu vas sur Google ou Bing si tu es à l'ancienne et tu vas chercher des infos. Les infos sont disponibles. C'est-à-dire que si tu regardes par rapport à il y a 15 ans, 20 ans, tu as toutes les infos disponibles. Donc, quand un acheteur parle à un sales, un commercial, il est déjà à 80-90% du process de vente. Ouais. Il a déjà ces infos. Donc, le benchmark, c'est pas, tu vas pas l'influencer de la même manière qu'il y a 15 ans. Donc, il est ultra exigeant. Et il connaît déjà l'outil, il connaît déjà certaines de tes fonctionnalités, il connaît déjà tes offres, tes forces, tes faiblesses. Il a vu des avis peut-être en ligne. Il a vu des vidéos, il a peut-être téléchargé un e-book, il a peut-être téléchargé une fiche produit, il a peut-être vu un webinar. Si c'est pas chez toi, ce sera chez tes concurrents. Il s'est renseigné en fait sur le sujet, il s'est renseigné sur les produits. Et donc, quand il te parle, bah toi, si tu vas juste, si tu vas rien apporter finalement et juste parler sur des aspects logiques contractuels, pour moi en fait, tu as de grandes chances de perdre la vente. Et donc dans le futur, je vois vraiment de plus en plus, bien que on parle d'avant-vente, d'ingénieurs avant-vente, etc. Actuellement, c'est ce qui se passe là maintenant. Pour moi, dans le futur, c'est la vente encore plus consultative, vraiment sur les objectifs business, les problématiques et donc conseiller derrière. C'est-à-dire que le commercial devrait être en mesure au maximum de conseiller. Puis après, pour des sujets encore plus techniques, vraiment pointus, il y aura encore des experts. Mais le sales, pour moi, le commercial de 2022, 23, 25, il sera déjà expert au maximum de son produit, mais surtout de la thématique. Donc, il peut en parler. Il est expert du sujet en question et pas juste de telle fonctionnalité ou telle offre pour tel produit. Pas juste le catalogue produit. Un vrai business acumen sur l'industrie dans laquelle sur laquelle il travaille. Ouais, le business acumen sera beaucoup plus représenté dans 2-3 ans et les meilleurs commerciaux, ce seront ceux qui ont, déjà peut-être actuellement, j'ai envie de dire, mais encore plus après, ce seront ceux qui ont le meilleur business acumen. Donc, vraiment, quand on dit business acumen, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est vraiment compréhension du business, de l'économie dans laquelle il se trouve, du business model et de l'écosystème en fait. Et donc, compréhension des cas d'usage, la façon dont ça va être utilisé, etc. Ça amène, j'ai pas envie de digresser, restons sur le sujet, mais c'est vrai que ça amène énormément de questions sur la formation des commerciaux. Je sais qu'il y a pas mal d'écoles d'ailleurs qui commencent à se lancer, qui imitent un peu ce qu'a pu faire le wagon finalement sur un aspect dev. On voit de plus en plus d'écoles se lancer pour des commerciaux et c'est vrai que c'est pas une chose qui est simple à acquérir du business acumen, mais c'est intéressant. Si on en revient peut-être au sujet, on a parlé un peu du rôle, des méthodes. Je pense que si on parle du futur, il y a un aspect outil qui est, enfin forcément, j'ai envie de dire, ça rime presque. C'est des choses très liées. Déjà aujourd'hui, le stack, ou en tout cas ce qu'on va appeler le stack, c'est-à-dire les outils qui sont utilisés par un commercial, le nombre en fait continue de se multiplier. Il y a 8 ans, c'était peut-être juste une fiche Excel. Il y a 5 ans, ça a été quand même au moins un CRM et une adresse mail. Maintenant, il y a ton outil pour gérer les prévisions et le forecasting, ton CRM, ton outil pour faire les visios, ta boîte mail, ton outil pour faire les séquences, ton outil pour la téléphonie. On n'en finit plus. Évidemment, tu as LinkedIn, ce qui amène le sujet des canaux. Comment tu vois les choses peut-être à terme sur ce sujet-là? Si tu regardes à terme, ça va forcément être d'autres outils, d'autres formats pour répondre à la question en une phrase. Et si tu regardes le présent, effectivement, le commercial aujourd'hui, pour moi, c'est un marketeur. C'est-à-dire qu'en 2021, le commercial, il attend plus les équipes marketing.
il va faire ses propres séquences de prospection, il va se faire ses propres vidéos personnalisées qu'il va envoyer aux prospects. Il va utiliser les réseaux sociaux pour diffuser son message ou rentrer en contact avec des prospects, des clients. Donc, typiquement, il peut presque tout faire sans les équipes marketing. Et ça, c'est important d'avoir un lien ultra fort entre ces équipes pour pas perdre justement cette communication et être sûr qu'en fait le marketing est toujours dans la boucle et maîtrise en fait le message, le format, etc. Mais d'ailleurs, si on fait le rapport entre le sales et les outils, est-ce que dans 10 ans, ce sera pas même que des robots? Moi, je te pose la question, est-ce que ce sera encore des commerciaux si on parle d'outils? J'espère pas, parce que dans 10 ans, on doit encore être sur le marché de l'emploi. Mais conversion alors. Mais d'ailleurs, c'est quand même assez intéressant. J'ai vu une stat de Gartner sur le sujet et qui explique que 44% des millénials en B2B préfèrent acheter sans avoir à interagir avec un commercial. Alors, les millénials, pour l'instant, c'est peut-être pas encore forcément la majorité des décideurs du fait de leur âge, mais dans 5 ans, et 10 ans, ce sera quand même principalement ces personnes-là. Alors, c'est vrai que je pense que l'humain va rester, c'est nécessaire, et surtout pour des ventes complexes. Mais l'aspect robotisation, si je puis dire, est quand même réel. Avant, tu avais peut-être pas mal de gens pour faire répondre aux appels entrants. C'est des choses avec le chat qui commencent à diminuer. L'étape d'après, est-ce que ce sera les personnes, ce qu'on appelle les bizdev, qui font la prospection et à terme les commerciaux? C'est vrai que c'est une vraie question. Personnellement, je pense que ça me paraît très 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 compliqué, voire impossible, d'enlever toute interaction humaine. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être automatisées, notamment avec l'intelligence artificielle qu'on commence à voir déjà dans pas mal d'outils pour aider les commerciaux. Ce podcast vous est proposé par HubSpot, la plateforme de gestion de la relation client parmi les leaders du marché. HubSpot fournit les logiciels et l'accompagnement nécessaires pour aider les entreprises à accélérer leur croissance. Ouais, on va pas créer un clash ce matin parce que en fait, je suis d'accord avec toi sur ce point. Okay. Sur les robots, c'est-à-dire que oui, on parle d'AI, de big data, de machine learning. Voilà, j'ai fait du name dropping à tout va. Et pour moi, effectivement, l'aspect robotisation, ça se fera sur de la vente transactionnelle, c'est certain. Sur des ventes très simples, en fait, où le cycle de vente est hyper court, il n'y a pas de complexité. Ça, c'est possible, je pense. Après, c'est vrai que tu vois, il y a déjà quand même, tu as quand même déjà des logiciels d'IA, même des solutions françaises, qui permettent de mettre des robots à la place des personnes au service client. Tu demandes... tu as un problème avec un produit, un service, t'appelles, tu vas tomber sur un robot en fait qui va te parler et en fonction des mots reconnus, il va te répondre, etc. Alors ça c'est le présent, ça c'est aujourd'hui. Ça c'est le présent et c'est hyper limité les cas d'usage, etc. Encore une fois, tu vas pas vendre ça pour du support sur de la vente complexe, quoi. Mais qui dit que dans 5 ans, 10 ans, ça ne sera pas évolué à tel point que, en fait, un robot, il connaîtra plus de choses que toi et il sera en mesure d'avoir un business acumen, même s'il n'aura pas d'émotion. Et donc, il y a ça. Techniquement, je pense qu'à un moment donné, on va arriver à quelque chose de très évolué. Après, tu vas pas remplacer un humain, tu vas pas remplacer, comme on disait tout à l'heure, la relation, le lien que tu crées avec la personne. Et puis en fait, en général, on va pas acheter. Si on prend un logiciel CRM HubSpot, on va pas acheter HubSpot en fait. Tu vas acheter Yann chez HubSpot. Tu vas acheter, tu vois, la relation, le process commercial, le process de vente. C'est pour ça que je pense que le process de vente doit être très fluide, très fluide. Et ça, c'est aussi, si on doit parler du futur, pour moi, une des grosses avancées, c'est que vente consultative, certes, mais process de vente fluide. Les méthodes à l'ancienne
pour moi, de prospection et de limite de harcèlement. T'envoies un SMS, tu bypasses la personne, tu vas directement. Si ton contact te répond pas, t'es samedi matin, t'envoies un SMS au directeur, au PDG de la boîte sur son portable. Pour moi, ça c'est des techniques de vente, si j'en prends un exemple, qui tôt ou tard en fait seront plus du tout adaptées et que les acheteurs vont plus du tout accepter. Le SMS Soit le samedi fluide, matin, consultative. c'est compliqué. Moi, j'ai été un peu loin dans l'exemple, dans l'analogie, mais dans l'idée, voilà, pour moi, il faut que ce soit fluide, que ce soit en fait agréable également, qu'on soit des vrais consultants, qu'on soit là pour aider. De toute façon, encore une fois, l'acheteur va trouver ses infos avec ou sans nous. Je voudrais peut-être pour parler rebondir. des outils, ouais, pardon. Ouais, je me permets. Ah bah, vas-y, pardon, je t'en prie, tu t'as parlé des outils. Ouais, en fait, t'as évoqué les outils, puis après j'ai parlé de robots, et donc si on reparle des outils en tant que tels, effectivement aujourd'hui, si tu regardes par rapport à il y a 20 ans, aujourd'hui, on automatise beaucoup de choses, et puis mais on reste dans le personnalisé, c'est-à-dire que il y a 10 ans, on a connu l'automatisation, et puis on envoyait à tout va, et là maintenant on est plus sur de la personnalisation, l'automatisation personnalisée. Et donc avec quand même une touche humaine. C'est intéressant parce qu'en plus on a un aspect légal aussi qui rentre en jeu. C'est ça. Quand tu mets l'automatisation avec la RGPD qui empêche finalement de récupérer de la donnée de manière un peu douteuse, si je puis dire, et de shooter la terre entière avec des mails. Il y a plusieurs boîtes françaises notamment qui se sont fait prendre par la CNIL par ces pratiques. Donc c'est vrai qu'on est aussi limité légalement, c'est ce qui est intéressant. Oui, c'est ça. Et puis je pense que c'est quand même mieux à terme. C'est bien pour l'acheteur, encore une fois, pour les annonceurs, pour ce que tu veux. Il y a eu plus de 300 milliards d'emails qui ont été envoyés, je crois, en 2020, quelque chose comme ça. Enfin, c'est beaucoup trop, en fait. Et puis, tu as beaucoup de spam dedans, hein, mais finalement, en fait, je pense que ça a du positif d'être de plus en plus personnalisé, d'avoir un message, en fait, bien précis quand tu vas contacter telle personne et pas juste shooter, bombarder, en fait, canon à email avec le même message. Et donc, ça force aussi à justement à travailler sa segmentation, travailler son message. Et je pense que c'est bien à terme. Et puis, ouais, pour parler des outils, oui, effectivement, aujourd'hui, tu utilises la visioconférence, ton email, tu utilises téléphone, même peut-être téléphonie d'entreprise en cloud. Exactement, intégré, même peut-être plus ton cellulaire, ton GSM classique. Et après, tu as plein d'outils. C'est ça que je disais, le commercial, c'est un marketeur en 2021, c'est que tu as des outils pour la prospection, pour l'automatisation personnalisée, donc ce qu'on appelle les séquences, les cadences. Tu as des outils pour des vidéos personnalisées. Tu as des outils pour créer des messages vocaux automatiques. Enfin, tu as plein d'outils à ta disposition et tu as tous les réseaux sociaux. Et donc, même en termes donc là, on parlait de format aussi, mais de canal, tu vois. Les canaux, ouais, en effet, ça va évoluer. On utilisait, je pense que les commerciaux à l'époque, les vendeurs, certains utilisaient le fax, le courrier, ensuite l'email. Je sais pas si toi, dans ton équipe ou toi-même, tu as déjà peut-être envoyé un message aujourd'hui sur WhatsApp, en fait, peut-être avec un prospect, un client. Ouais, complètement. Voilà, tu vois, donc ça évolue. Ça marche bien. Les emails sur LinkedIn, tu vois, donc là, ça c'est le présent. Mais le futur, c'est quoi? Je veux dire, il y a des nouvelles plateformes qui vont se créer, c'est certain. Donc, il y aura des nouveaux canaux. Tu prends Clubhouse, qui vient de sortir là, pour de l'audio à destination de population B2B, qui est en train de croître un peu en France, mais qui vient des États-Unis, dispo que sur iPhone, je crois. Ouais, en effet, ouais. Sur iOS. Et donc, tu vois, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais si tu regardes les millennials, comme tu disais tout à l'heure, en tout cas, les jeunes qui ont 15 ans aujourd'hui, ils utilisent quoi comme réseaux sociaux à titre personnel? Est-ce qu'ils utilisent Facebook? Je suis pas sûr. Est-ce qu'ils utilisent Snapchat? Vieux, hein, c'est plutôt Snapchat et TikTok maintenant. Ouais. Et là, c'est des trentenaires qui parlent de, tu vois, on fait déjà vieux en fait. Et donc, ces personnes-là, si elles sont
c'est des commerciaux, que c'est pas des robots, dans 10 ans, qu'est-ce qu'elles vont utiliser? Quelles seront les pratiques? Et donc, tu vois, ça va évoluer. Ça va Peut-être évoluer, c'est sûr. Il faut s'adapter. Ce serait quoi ton conseil du coup pour un responsable des ventes, tu vois, aujourd'hui, pour anticiper un peu ces changements, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Je conseillerais de tester, en fait. De tester, de s'adapter, de ne pas avoir d'a priori. Et ça, c'est lié à tous les sujets, bien évidemment, mais il faut tester pour voir ce qui marche. Et donc, faut pas avoir d'idée arrêtée en disant, LinkedIn, c'est ce qui marche, ou LinkedIn, ça marche pas pour nous, parce que nous, on est différents. On entend souvent ça, nous, on est différents. Ouais. Mais à quel niveau? Et donc, ça dépend de tes personas, de tes cibles, de ton audience, tes commerciales. Qui est-ce que tu tapes? Quel type de boîte tu tapes? Et donc, c'est qui les acheteurs? Est-ce que c'est plutôt des tradis? Est-ce que c'est plutôt des personnes qui ont la trentaine, la vingtaine? Ça va forcément jouer sur tes formats. Et je pense qu'il faut toujours tester et tester des nouveaux formats. Et pour moi, la clé, en fait, c'est de faire de la personnalisation en masse. C'est-à-dire, tu peux pas juste utiliser l'automatisation, par exemple. Il y a pas de recette miracle et simple sans rentrer dans l'opérationnel pour moi. Et donc, il faut personnaliser au maximum. Et donc, créer une expérience, en fait, différente pour ce prospect, différente de tes 10 autres confrères qui vont shooter un email, qui vont appeler ce prospect dans les 6 derniers mois. Donc, comment tu te différencies? Et donc, c'est par des formats, par le message et par le business acumen, le timing, exactement. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on en revient toujours aux bases du marketing. C'est simplement que tout l'écosystème a évolué. Et puis le dernier axe qui me paraît ultra important sur l'évolution des ventes et le futur des ventes, c'est l'aspect people, les gens finalement, qui est en train de complètement évoluer. On le voit dans beaucoup de boîtes à l'heure actuelle. On a la possibilité de travailler à distance. C'était il y a encore quelques temps un avantage compétitif. Maintenant, c'est presque en train de devenir le minimum syndical, si je puis dire. Comment toi, peut-être en tant que commercial, tu le vis? Est-ce que et je ne veux absolument pas que tu quittes HubSpot, mais ce serait un critère que tu aurais, cet aspect travail à distance pour les boîtes sur lesquelles tu postulerais potentiellement à terme? Ça te paraît nécessaire? Après, c'est subjectif, comme tu le dis, et ça dépend du degré d'importance. Pour moi, effectivement, c'est hyper important. C'est un critère hyper important, la flexibilité. Et après, si je reviens sur l'aspect plutôt personnel, moi, ce qui s'est passé pour le Covid en mars l'année dernière, moi, je faisais 1 ou 2 jours par semaine de télétravail et ça m'allait bien, en fait. Et le reste au bureau. Et c'est vrai que le fait en mars, de passer de 2 jours, 1 jour, 2 jours de télétravail à 100%, moi, j'ai du mal à m'habituer. J'ai mis 2 mois avant de vraiment, vraiment être dans le bain et être en fait aussi efficace que si j'étais au bureau. Et puis, en fait, avec le recul, là, je me dis, tu vois, 1 an après, que je suis plus efficace en télétravail qu'au bureau. Moins de distractions et j'ai l'impression que je suis vraiment concentré, beaucoup plus focus, moins de distractions sonores, visuelles, et puis aussi évidemment les échanges ou les personnes qui viennent en fait entre guillemets t'interrompre dans ton cycle de travail. Après, bien entendu, c'est nécessaire, les relations, etc. Et ça pose d'autres problèmes, le télétravail, ça pose d'autres problèmes. Mais en tout cas, en termes de productivité, pour moi, je pense que je suis actuellement meilleur, même si j'ai mis quand même 2 mois à vraiment m'habituer. Et puis, si on prend le recul, ce que j'ai bien aimé chez HubSpot, c'est qu'ils sont adaptés. C'est-à-dire qu'ils ont proposé là, en début d'année, est-ce que vous voulez être à 100% télétravail? Est-ce que vous voulez être principalement au bureau et
et quelques jours en télétravail par mois ou justement être tout le temps au bureau. Et donc ça, c'est bien, ces 3 options. Moi, en tout cas, si j'ai un conseil à donner à des CEO qui se posent des questions, etc., c'est effectivement, en tout cas, moi, c'est un critère hyper important. Surtout en région parisienne, surtout pour ceux qui habitent à Paris, région parisienne, Île-de-France. Je veux dire, moi, je mettais 3/4 d'heure pour y aller, 3/4 d'heure pour revenir, et j'étais en 2 roues. J'ai l'impression que je risquais ma vie tous les jours. Donc, le stress qui est enlevé, ça veut dire un meilleur confort. C'est cool de garder sa vie. Ouais. Au-delà de ça, moins de stress, plus de temps de famille. Et 1h30 de gagner sur ta journée, mine de rien. Ce qui est pas. C'est pas forcément 1h30 que tu remets dans le travail. Hein. Ça peut être 1 heure dans le travail ou 3/4 dans le travail, 3/4 d'heure en plus dans la vie de famille. Donc ça a apporté du bien et du moins bien, mais globalement, je pense que c'est quand même largement positif. Et si j'avais un conseil à donner, ce serait de donner cette flexibilité en fait, parce que vous allez attirer des profils que peut-être ils vont passer et des très bons profils qui peuvent avoir des contraintes de cette sorte, et je pense qu'il faut s'adapter à ce niveau-là. Après, toi, est-ce que tu as vu en tant que manager chez HubSpot des changements, et comment est-ce que tu vois la suite? Typiquement, est-ce que tu as eu des personnes que tu as recrutées là dans ces 12 derniers mois? Et comment ça s'est passé les premiers mois en fait chez HubSpot, complètement à distance, etc. Ça devait être compliqué, non? Est-ce que tu peux donner un peu ton retour, toi, de manager? Je suis assez curieux, je t'avoue. Ouais, je dirais qu'il y a 2 choses. Je réponds à ta question dans un instant, mais en effet, l'aspect avantage, il est réel, et tu mentionnais le recrutement. Typiquement, nous, ça nous a permis de recruter des gens qu'on n'aurait probablement pas pu avoir avant. Et la bataille du talent, elle est réelle. Surtout quand on est sur des univers assez complexes où le marché, croyez-le ou non, mais est quand même assez tendu. Le marché du travail est assez tendu, et c'est vrai que cette culture de travail à distance, ça permet de recruter des talents. Nous sommes basés à Paris, qui peuvent être basés à La Rochelle, à Bordeaux ou à Marseille, et du coup c'est quand même ultra intéressant. Après, le plus challengeant, je vais pas le cacher, c'était clairement cet aspect d'onboarder des personnes complètement à distance, et ça a pris un peu de temps. Ce qui est très compliqué pour un commercial, c'est de ne pas entendre de manière constante en fait ses collègues parler, avoir des calls, gérer des objections. C'est finalement le café qui est pris quand on passe, sur lequel on va échanger sur un deal spécifique. Et toutes ces interactions-là, elles disparaissent complètement. Alors après, elles sont remplacées. Il y a d'autres choses, mais pour compenser ça, finalement, on a mis en place 2 choses. On a un outil chez HubSpot, Gong pour ne pas le citer, qui permet quand même d'enregistrer tous les calls qui sont faits, dans une optique plutôt de coaching, évidemment. Ça permet d'avoir une bibliothèque des meilleurs appels qui est enregistrée. Donc ça donne des bases au nouveau, et c'est ensuite plus de training sur des sujets spécifiques et augmenter le nombre d'interactions. Je te donne un exemple. À chaque fois qu'on a un nouveau dans l'équipe, désormais, chaque membre de l'équipe envoie une petite vidéo de 1 minute pour se présenter, et après on fait des cafés virtuels. Voilà, ça c'est une chose. Mais peut-être d'un point de vue, si on prend un peu de recul, en effet, on se rend compte que les périodes d'onboarding sont un peu plus longues, et le temps nécessaire pour qu'un commercial soit complètement performant, c'est une chose qu'on a vu s'allonger chez nous depuis le télétravail. Donc c'est un axe qu'on prend en compte. Sachant que si on prend un peu de recul, encore une fois, le HubSpot, c'est quand même une boîte qui est enclin, ou en tout cas qui était déjà adaptée en fait assez bien pour du télétravail. C'est-à-dire qu'on avait les outils, de communication instantanée, visioconférence. Il y a une espèce de Wikipédia interne pour chercher t'as toutes les infos sur tout, sur toute la boîte. Donc, tu vois, sur les process, les produits, les méthodes de vente, etc. T'as déjà tout qui est renseigné hyper bien. Donc, c'était quand même
Et je dirais ça, c'est Clairement, complètement. D'ailleurs, pour info, c'était le troisième bureau de HubSpot avant le Covid. C'était les personnes qui travaillaient en remote finalement. Donc ça faisait télétravail, déjà ouais, partie, en effet, en télétravail. Ça faisait vraiment partie de la culture d'entreprise avant c'est énorme. la Covid-19. Mais les points que tu as mentionnés, en fait, c'est des choses auxquelles on pense pas tout de suite, mais qui sont importantes. Comment, notamment, tu vas être sur Wikipédia interne, mais comment j'arrive à documenter absolument, en fait, tout mon process, ce qu'un manager commercial et qui plus est peut-être même un responsable commercial veut éviter, c'est que le commercial doit demander toutes les 5 minutes des informations via Slack, via une messagerie pour avoir accès aux informations. Donc, comment je donne accès à cette information à mes nouveaux employés? Comment je leur donne assez de contenu finalement pour qu'ils puissent monter en compétences rapidement et d'une manière qui puisse passer à l'échelle ou scaler, excusez l'anglicisme. Et ça, c'est un point qui est critique désormais, car il y a pas mal d'informations qui passent d'habitude de manière plutôt informelle, qui évidemment maintenant qui disparaissent. Donc c'est un point clé. Ouais. Un- Ouais, c'est clair. Et donc, du coup, toi, tu recommanderais quoi à des boîtes qui sont ultra euh, traditionnelles dans l'approche, tu vois, qui n'ont pas forcément mis en place tout ça, qui veulent passer à peut-être du semi-télétravail ou du télétravail bien adapté? Qu'est-ce que tu conseillerais à ces boîtes-là? En 3 points rapides. Ouais, je dirais la première chose, et ça, c'est si ces boîtes sont en croissance et qu'il y a du recrutement, faut vraiment anticiper. Ce que vous faisiez ou ce que vous faites aujourd'hui est clairement pas suffisant pour demain. Mettez à disposition beaucoup plus de ressources pour les nouveaux employés. Que ça soit ce système de centralisation de la donnée, que ça soit des vidéos explicatives, que ça soit des ressources même, que ce soit vous ou que ce soit des collègues qui prennent un peu le rôle de mentor. Mettez en place un vrai process pour aider les nouveaux employés à être onboardés de la meilleure des manières possibles. Ça, on a tendance à le sous-estimer, mais c'est critique. Peut-être un deuxième point, profiter de la situation pour regarder s'il y a d'autres types de talents auxquels vous n'avez pas pensé, mais qui sont de fait disponibles. Et c'est ultra important si vous pouvez avoir en plus un peu de diversité dans votre équipe, notamment si vous pouvez avoir des personnes qui viennent d'une autre industrie, mais qui est complémentaire. Ça permettra de développer, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, le business acumen au sein de vos équipes et d'améliorer tout le monde. Ça, c'est une belle opportunité. Et puis le dernier point, garder le lien au maximum avec vos équipes. On espère que la situation s'améliorera vite. Pour l'instant, ça doit être fait principalement en visio. Mais si des choses dès que les choses redeviendront un peu possibles, assurez-vous de le faire. Et pour l'instant, il y a pas mal d'activités en ligne qui peuvent être faites. Il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dessus et ça marche plutôt bien. Donc ça, ce serait mes 3 points. Et ok, ouais, et c'est vrai que ça amène en fait plein de sujets, le télétravail pour les commerciaux, parce que ça veut dire que, comme tu disais, tu peux peut-être recruter des profils que tu ne pouvais pas recruter avant, même en termes de localisation en fait. Tu es une boîte à Lyon, tu peux peut-être recruter des profils à Paris qui sont en télétravail. Et même dans d'autres pays, je veux dire, si tu as une société multinationale, ou en tout cas tu as plusieurs pays, rien ne t'empêche de prendre des personnes qui soient d'autres pays. Après, ça pose plein de questions, les questions fiscales, questions de salaire. Est-ce que tu payes différemment en fonction des régions? Tu vois, rien que Lyon-Paris, je veux dire, le salaire, il n'est pas le même. On parle souvent d'équité, d'égalité homme-femme, mais là, l'égalité, si tu es en télétravail et que tu es sur le même poste, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, c'est une vraie problématique, impact. C'est un vrai sujet à part, mais ça va. Et je dirais que tous ces points, en fait, au final, ça revient à ta culture, à ta culture d'entreprise. Ouais, culture. Ouais.
et tes fondations, elles sont là. Et du coup, c'est là où d'ailleurs la culture de votre entreprise, finalement, elle va être challengée parce que on peut plus se reposer simplement sur la bière du vendredi soir et le baby-foot. Culture startup. Exactement, très culture startup. C'est pas que ça d'ailleurs. Et c'est une bonne période aussi pour la tester et peut-être essayer de la renforcer. Comment les valeurs, en fait, sur lesquelles on s'est fondé, on arrive à les répliquer, comment on les utilise finalement pour prendre ce genre de décision. Et c'est clé. Et en effet, la question du salaire et de l'équité, ça va être une vraie problématique dans les années à venir. Donc, je dirais, si là j'étais un chef d'entreprise ou un directeur commercial à forte embauche, mon conseil c'est profitons aujourd'hui de la flexibilité qu'on a pour recruter des profils différents, que ce soit par leur localisation, par leur background. On a la possibilité de tester plus de choses, donc c'est top. Il faut pas perdre la bataille des talents, ça se joue maintenant. On voit qu'il y a de plus en plus de grosses sociétés qui sont en train de proposer des modèles flexibles, exactement ce que tu as mentionné, Mathieu. J'ai vu que Slack offre la même chose, Google également. Ça va arriver sur des entreprises de taille intermédiaire et des PME, TPE dans pas longtemps. Anticipons-le, ne perdons pas cette bataille et commencer à réfléchir aux questions que tu as mentionnées. Ça me paraît clé. En renforçant la culture d'entreprise, c'est maintenant plus que jamais un sujet chaud, un sujet brûlant. Parfait, je pense que c'est une bonne conclusion pour le sujet du jour, et ça ouvre plein d'hypothèses et plein de questions. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut faire une petite spoiler alerte sur le prochain sujet? Allez, je pense qu'on a le droit. Déjà, tout d'abord, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez appris plein de choses et que vous allez pouvoir les réutiliser. Et comme on vous l'a dit, c'était le premier épisode. À partir de maintenant, on aura toujours des invités. On pourra voir d'autres points de vue. Et le prochain sujet sera celui du channel de manière générale et la vente avec des partenaires. Comment créer, si vous n'en avez pas, un département partenaire et comment le faire grossir et maximiser le résultat avec ce type de vente via un intermédiaire. Donc, ce sera Est-ce que ça convient aussi à ceux qui en ont déjà un? Complètement. Le but, c'est de voir comment vous pouvez le maximiser et en tirer profit. Mieux. Parfait. Eh ben, merci à tous. Merci Mathieu. Je te souhaite une bonne fin de journée. Yann. À bientôt. À bientôt. Retrouvez-nous sur www.upspot.fr.